Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question qui taraude l'esprit de l'opinion nationale. Le PADEC de Jean de Dieu Momo est-il au bord de l'implosion? Après son soutien à la candidature de Paul Biya pour la présidentielle d'octobre 2018, le PADEC se déchire. Son premier vice-président, des membres du directoire et autres militants viennent de claquer la porte. Vous les écouterez dans ce journal, refuser de s'aligner sous le choix politique de Jean de Dieu Momo, à savoir soutenir Paul Biya, candidat du parti au pouvoir. Ce soir, c'est un coup de projecteur sur Nanga et Boko. Dans le département de la Haute-Sanaga, cette localité, ce chef-lieu est confronté à un sous-développement criard. Des populations espèrent une lueur d'espoir avec cette campagne présidentielle annoncée dans les toutes prochaines semaines, notamment les promesses des différents candidats engagés dans cette élection. Un phénomène qui est peu expliqué dans le commun des Camerounais, notamment des femmes qui multiplient des jumeaux, des triplés et parfois des quadruplés. Y a-t-il une explication scientifique à ce phénomène? Des Camerounais qui se font des idées reçues seront mieux édifiés ce soir par des médecins. C'est un reportage à suivre dans le chapitre santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le phénomène d'enlèvement et de prise d'otages prend une ampleur inquiétante. Dans la région de l'Adamawa, le BIR vient de réussir à libérer 4 otages qui avaient été enlevés par des coupeurs de route. Ces derniers ont réussi à s'échapper, mais ils ont laissé leur butin. Le récit des faits avec Gladys Sidier. Ils étaient 9 au départ. Certains ont été libérés. Parmi ceux qui sont restés en captivité, le plus jeune a passé 12 jours entre les mains des ravisseurs. Une rançon de 3 millions de francs CFA a été demandée à sa famille, mais celle-ci ne disposait que de 250 000 francs CFA. Alors que les négociations étaient en cours, les éléments du bataillon d'intervention rapide, qui étaient déjà sur les traces des coupeurs de route, ont réussi à libérer les otages. Lors d'une opération musclée au cours de laquelle il y a eu des échanges de coups de feu. Un otage a d'ailleurs perdu la vie durant cette opération et un élément du BIR a reçu une balle au pied. Quant aux ravisseurs, ils se sont tous enfuis, laissant derrière eux tout leur matériel, composé entre autres de denrées alimentaires, marmites, vêtements et des chaînes qui servaient à ligoter les otages. Le phénomène est récurrent dans la région de l'Adamawa. Il ne se passe pas un jour sans qu'un cas d'enlèvement ne soit signalé. Des individus armés et non identifiés effectuent leur sale besogne sur le tronçon Gaoundéré-Tibati. Après des examens médicaux, les médecins révèlent que les ex-otages sont en bonne santé et peuvent désormais retourner en famille. Parlons à présent de l'UNESCO qui veut accompagner le Cameroun dans la promotion du vivre ensemble de l'intégration nationale. Le sujet était au menu des échanges entre le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les différents leaders de ces institutions ont posé les jalons d'une coopération qui se veut fructueuse entre les deux instances, notamment celle de l'UNESCO, mais aussi la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. À ce sujet, je vous propose d'écouter Salah Khalid, qui est le chef du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. C'était une grande opportunité pour moi personnellement d'avoir cet entretien pour discuter des possibilités de partenariat avec la Commission qui viendrait pour soutenir le travail de l'UNESCO en éducation et dans tous les domaines, pour la promotion du vivre ensemble, des valeurs du vivre ensemble, de la diversité culturelle et comment donner accès aux nouvelles générations à la richesse de la diversité culturelle du Cameroun. Comment leur donner les outils nécessaires à travers l'éducation, à travers les autres moyens, de leur connaissance de leur patrimoine qui est extrêmement riche. Et tout ça pour le vivre ensemble. L'UNESCO a le programme de la culture de la paix et éducation pour la paix. Nous avons aussi discuté l'importance de
l'application du grand projet de l'UNESCO qui a commencé depuis les années 60 sur l'histoire générale de l'Afrique. Et tout ce que ceci représente pour que les nouvelles générations connaissent l'histoire de leur pays. Comme vous le savez, l'histoire générale de l'Afrique, c'est un projet que l'UNESCO a entretenu, qui a été écrite par les historiens et les écrivains africains. Et c'est une opportunité aussi pour faire ce projet au niveau national pour que les nouvelles générations soient vraiment bien informées à propos de leurs histoires. Et ceci promouvrait le vivre ensemble et la tolérance entre les différentes ethnies et tribus. Je vous le disais en titre, le torchon brûle au PADEC, le parti de Jean de Dieu Momo. Son premier vice-président et d'autres cadres du parti s'insurgent contre sa décision de soutenir la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle. Il dénonce un choix égoïste et unilatéral, un choix politique qui a provoqué des démissions collectives au sein du PADEC. Reportage Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Que par cet acte, il a trahi ses camarades qui lui ont fait confiance lors du dernier congrès du parti. En conséquence, nous démissionnons avec âme et bagage du PADEC pour rejoindre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. C'est le premier vice-président du Parti des Patriotes pour le Développement, le PADEC, qui lit la déclaration de démission au nom des 18 autres de ses camarades du parti. Sylvano Stifo explique que la décision de Jean de Dieu Momo de rallier la candidature de Paul Biya à la présidentielle est une initiative personnelle et calculée dans l'intérêt exclusif du président du PADEC. La démarche est un acte de trahison, argumente l'ex-premier vice-président, d'autant que le directoire national du PADEC s'est opposé à l'option prise par Jean de Dieu Momo d'accompagner le candidat du RDPC à la présidentielle. Lors de notre dernier congrès, quand lui il avait proposé de soutenir la candidature de M. Biya, nous étions à presque 11 membres qui étaient là-bas ce jour-là et environ 9 membres ont voté contre l'idée de soutenir la candidature de M. Biya. Et le directeur national est fait de 15 membres. Si 10 membres ont refusé, ceux qui n'étaient pas là, ils étaient seulement à 4. Il ne faut pas nous dire que non, les 4 membres font la majorité. En dehors de ce que les 19 démissionnaires appellent le virage à 180 degrés de l'ancien candidat à la présidentielle, il y a le bilan du candidat du RDPC au scrutin du 7 octobre prochain. Un bilan que les désormais membres du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun trouvent très en deçà de la moyenne. À la présentation symbolique des nouveaux militants du MRC, hormis l'ex-premier vice-président du PADEC, l'ancien coordonnateur national, l'ancien commissaire aux comptes, l'ancien directeur national en charge des conflits. Ce que j'entends apporter au MC, c'est que je suis un homme de terrain. Je suis un mobilisateur, je suis quelqu'un qui est habitué à mobiliser. Alors je vais mouiller le maillot, comme je l'ai promis tout à l'heure, pour qu'ensemble nous allons gagner, nous allons vaincre. Je suis celui-là qui va apporter plus de militants au MRC. Oui, puisque je suis doyen sur le terrain, ce que j'ai fait pour que le PADEC de Momo Jean de Dieu prenne position en 2011, aux dernières échéances présidentielles. De la même manière, je veux réunir mes hommes, on va faire de porte en porte, on va prêcher l'évangile du MRC, on va les convaincre, enfin déjà même comme ils verront que moi-même j'ai démissionné de ce parti, juste qu'ils m'attendaient déjà. Les autres militants démissionnaires du PADEC ont signé l'acte de retrait depuis leurs régions respectives. D'après ces ex-cadres du PADEC, le président du parti, Jean de Dieu Momo, aurait été déjà notifié par voie d'huissier. Moi, en tant qu'élu du peuple, je ne saurais sacrifier ce peuple au profit d'un individu qui est la personne de Maître Momo Jean de Dieu. Joint au téléphone, le concerné se dit surpris et rejette en bloc les récriminations portées à son encontre. Toujours dans l'actualité politique, une marche de protestation contre des sécessionnistes n'a pas mobilisé
Grand monde à Buea, dans la région du sud-ouest. L'initiative est du maire de cette ville, Buea. Il visait à réunir les populations lors d'une manifestation pour marquer leur désapprobation aux attaques des mouvements séparatistes armés dans la région du sud-ouest et principalement dans la ville de Buea. Très peu de personnes s'est mobilisées à cet effet. Pourtant, le maire de Buea se félicite de cette marche qui s'est tenue dans sa ville ce midi. Je vous propose d'écouter le maire de Buea. Nous voulons justement amener la paix à la région et nous voulons aussi critiquer absolument les actes barbariques menés dans la population de ce chef traditionnel et aussi pour avoir notre chef traditionnel tué par les embassonnés. Ça ne sera pas simple parce qu'il y a les traditionnels, il y a les rites qui doivent se faire. Et nous les ferons avant l'enterrer. Et beaucoup de gens aussi vont perdre leur vie, je vous assure. Et vous avez aussi dit non à la conférence organisée par le président qui s'est tournée. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. On va écrire, on va écrire. Précisons que selon certaines informations, les autorités traditionnelles enlevées il y a quelques jours ont été libérées, du moins certaines d'entre elles, selon des sources du côté de Buea. Parlons du chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, Nanga Eboko, qui vit en mode délestage. Des coupures intempestives d'électricité plombent les activités économiques. Là-bas, plusieurs localités sont confrontées à au caractère inaccessible de l'eau courante, mais aussi des difficultés d'accéder aux soins de santé, une vie, un quotidien assez difficile en Nanga Eboko. C'est le constat que font Charles Milingui et Marcelin Gansop dans ce grand reportage. Sur les pas et les traces du patriarche Hubert Sanga, nous découvrons les dures réalités de la vie au village Guida, à Nanga Eboko. Épuisé par le poids de l'âge, avec une épouse terrorisée par la maladie, il trime au quotidien pour essayer de joindre les deux bouts. Comme ici, où nous le surprenons en pleine quête de l'eau, si rare au village. Ici, ça s'écoule déjà au fur et à mesure que le temps passe. Salin. Il lui faut parcourir plus d'1 kilomètre et emprunter des chemins escarpés pour enfin se désaltérer à l'unique point d'eau du coin. Avec les collines qui ne nous permettent pas de gravir, quoi. Nous, les vieux comme ça, n'ayant pas d'enfants, pour nous donner les puits au niveau du village qui nous permettra, même si tu as un 5 litres, tu peux quand même s'occuper tu peux prendre l'eau quelque part là. Mais là ne s'arrête pas le calvaire des habitants du village Guida. L'accès aux autres services sociaux de base est un chemin de croix. Les vieux qui sont ici maintenant, ils n'ont pas de point d'eau. Ils ne sont rien. Ils sont abandonnés, personne ne s'occupe d'eux. On n'a que des lampes tempêtes à pétrole. Chacun se débrouille avec son petit pétrole. Il n'y a que des centres de santé en ville. La santé pour nous les vieux, c'est déjà un peu ridicule. Comme ma femme qui est voyée là. Elle est couchée depuis 9 mois aujourd'hui. Elle ne marche pas dehors. Elle a eu un choc. Avec mes petits moyens, il faut payer les produits. Je n'ai pas de secours. Il faut aller chercher le bois, il faut aller chercher les légumes, il faut venir taper, il faut le puiser, l'eau pour l'amasser et tout ça. Dur pour les populations de vivre dans de telles conditions. C'est un village qui a plus d'1 siècle d'âge. Depuis qu'il a été créé, il éprouve les mêmes difficultés jusqu'à preuve de contraire. Nous avons besoin d'un forage, puisque nous, tout Camerounais, a droit, n'est-ce pas, à une eau potable pour le bien-être de tous. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas d'électricité, étant donné que nous sommes des gens quartiers de la ville. Ceux qui habitent en ville ne sont pas mieux lotis non plus. Nanga Eboko, pourtant chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, remporte la palme d'or des délestages. Là, le courant est parti tout à l'heure, là. Donc on se balade parce qu'on ne fait rien à la maison. On ne peut pas allumer le frigo, on ne peut pas allumer le ventilo, on ne peut rien faire. Même son ordinateur, on ne peut pas l'utiliser. Et bien, quand le courant revient, on ne sait pas. C'est plus abstrait. Le courant peut venir dans 1 heure de temps, il peut repartir dans 1 semaine, et repartir dans 2 mois, c'est ainsi de suite. Comme ça, le support. On arrive ici à 6 heures. Avant d'ouvrir la porte, le courant est parti. Et c'est comme ça, on passe toute la journée assis comme ça. Le courant va venir à 18 heures, bip, 5 minutes, c'est reparti. C'est un frein au développement des activités génératrices de revenus.
D'où le cri de cœur des opérateurs économiques et autres petits débrouillards en direction des pouvoirs publics. Le courant vient 2 jours repas pour une semaine. Ça a un impact sur l'économie, ça a un impact sur le jeu d'affaires. On se retrouve avec des salaires impayés, on se retrouve avec des charges de fournisseurs parce qu'on ne tourne pas. Nous avons appris que c'était un problème de transport électrique, mais qu'on mette les moyens afin qu'on puisse servir la ville de Nanga et Boko et permettre que l'activité économique reprenne et que nous, opérateurs économiques, puissions vivre notre activité. J'aimerais bien que le président sache que l'émergence de 2035, ça va la technologie. Donc si vraiment le courant nous entrave, ça ne peut pas avancer. Ça pourra vraiment freiner ce qu'on appelle émergence. Et même si l'émergence arrive, nous ne serons vraiment pas émergents tels que nous souhaitons l'être. Pour faire face aux incessants délestages, ceux qui en ont les moyens ont recours au groupe électrogène. Encore faudrait-il que le carburant soit toujours disponible. C'est une autre paire de manches. Il n'y a pas seulement l'énergie, il y a aussi le carburant qui manque même. Parce que s'il faut qu'on ait un générateur, vous allez vous en rendre compte qu'au niveau de la station, les stations, il n'y a pas de carburant. Et c'est là, vraiment, franchement, ça nous entrave beaucoup en tant que ceux qui voudraient s'améliorer dans l'informatique et la technologie des demain. Après plusieurs années d'hibernation, sous fond de soupçons de détournement, le goudron est enfin arrivé à Nanga et Boko et traverse même déjà la ville en direction de l'Est. Le visage du chef-lieu de la Haute-Sanaga a commencé à changer, mais les populations ne sont pas encore au bout de leur souffrance. C'est l'histoire d'une jeune femme, mère de 6 enfants, âgée à peine de 20 ans. Marie Konjok a, en seulement 2 accouchements, mis au monde des triplés et des jumeaux. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Peut-on prévoir ces grossesses gémellaires? Élément de réponse avec des médecins qui s'expliquent dans ce reportage de Joël Niem, Farel Bounia et Isabelle Carole Zoupet. Âgée de 20 ans, elle est déjà maman de 6 enfants. Konjok Marie a eu un enfant de son premier accouchement, 2 enfants du second accouchement et des triplets de son 3e geste il y a quelques jours. Elle est actuellement internée dans une formation hospitalière à Izeka, dans le département d'Union Ekele. Son conjoint et elle ne disposent pas d'assez de moyens financiers pour prendre en charge leurs 6 enfants. Pratiquement au bord du désespoir, ce jeune couple reconnaît que les enfants, qui puissent être des jumeaux, voire des triplés, sont un don du ciel, mais le poids des responsabilités pèse sur leurs épaules. Je me sens gênée, mais en fait, je suis fière de mes enfants. C'est la bénédiction de Dieu, un enfant. Moi, nous sommes tombés à une 3e grossesse qui a encore à donner 3 autres enfants. À ce niveau-ci, c'est au cours. Je ne sais plus vraiment comment faire si de passer. Si ces jeunes parents ont du mal à comprendre ce phénomène, les scientifiques, eux, l'expliquent mieux. Les recherches ont montré qu'il y a un facteur génétique, d'accord, qui prédispose à avoir des jumeaux. Ça, c'est réel, ça a été défini, ça a été démontré. Alors donc, lorsque vous avez un couple que vous recevez, lorsqu'on reçoit une patiente à qui on fait une échographie précoce, par exemple, et on trouve peut-être 2 sacs ovulaires intra-utérins, la première question qu'on demande à la patiente, est-ce que vous êtes jumelle? Elle va vous dire non. Est-ce que votre mari est jumeau? Elle vous dira non. Je dis ok, concentrez-vous. Est-ce que votre maman, est-ce qu'elle est jumelle? Dans la plupart des cas, c'est oui. Si sa maman ne l'a pas été, au moins son oncle l'a été. Je veux dire, un frère de sa maman a fait. Ça veut dire que dans la lignée, il y a toujours, quand vous allez fouiller, quelque part, vous allez vous rendre compte que dans la lignée, il y a eu un jumeau. À côté de ce facteur génétique, la procréation médicalement assistée à travers la fécondation in vitro est également une voie favorable pour avoir des jumeaux. Lorsque la décision de FIV est posée, la fécondation in vitro est posée, on va à la FIV. Il y a un protocole à suivre. Maintenant, lorsqu'on réussit à prendre chez vous un ovocyte, parce qu'on vous a stimulé les ovaires, on prend un ovocyte qu'on met ensemble avec les spermatozoïdes de votre mari, il y a des embryons qui sont formés à la fin. Maintenant, le staff qui s'occupe de ça, les médecins peuvent dire, bon, puisque cette patiente, ça fait quand même 10 ans, elle a un peu pris de l'âge, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de mettre un embryon, on en mettra 4. On met les 4 embryons, on transplante dans votre utérus 4 embryons et
en se disant, probabilité, 2 prendront, au moins 3 prendront, généralement, rarement les 4 prennent. Alors donc quand 2 ou 3 prennent ensemble, on suit cette grossesse jusqu'à la fin. Voilà une femme qui a fait des triplés alors qu'elle n'a aucune prédisposition génétique à en faire. Les enfants ont toujours été considérés comme une richesse. Seulement dans le cas de ce couple qui crie à l'aide, cela s'apparente à un fardeau difficile à porter. La mère et ses 6 bébés sont toujours internés à la clinique Mère Teresa des ECA. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, le débrief du journal, c'est avec Serge Alain Autou et ses invités déjà en place sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain, vous avez l'antenne, bien sûr. Oui, c'est que nous allons revenir sur Patrick Kemaï Sungé avec cette marche patriotique à Buea ce matin. Une marche qui a mobilisé peu de monde dans les rues de Buea pour, bien sûr, protester contre les attaques des groupes armés séparatistes dans la ville de Buea. Vous avez vu en image quelques pancartes avec des messages bien inscrits, des messages qui sont contre le séparatisme et la sécession dans la ville de Buea, dans la région du sud-ouest. Serge Alain. Mais aussi cette vague de démissions enregistrée ce jour dans le PADEC de Jean de Dieu. Le PADEC, effectivement, qui se déchire, malgré le fait que Jean de Dieu Momo ne reconnaît pas ces récriminations. Il y a quand même son premier vice-président, d'autres cadres politiques du PADEC qui s'insurgent contre son choix de soutenir Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Ils ont choisi de rejoindre les rangs du MRC et du professeur Maurice Kamto. Bonne soirée à vous, Cédric. Rendez-vous pris demain 20h.